plus sur la partie pédagogie du centre de formation, mais à la base, donc, je suis juriste d'entreprise. Alors, je vous propose de partager mon écran de façon à ce que vous ayez accès à un petit PowerPoint que je vous ai préparé de façon à ce que vous puissiez suivre de façon plus posée donc le webinaire. Et puis, bon, ça va vous permettre aussi de voir où on en est, à quel moment, de pouvoir vous repérer par rapport aussi aux questions que vous pouvez poser. Alors, concernant, donc, je disais, les mesures de prévention qui peuvent être mises en place pour la responsabilité donc, du chef d'entreprise, je vous propose la première suivante. Je crois que quelqu'un a laissé son micro ouvert. Est-ce que vous pourriez l'éteindre, s'il vous plaît? C'est peut-être moi. Pourtant, je écris. Voilà, c'est bon, je ne vous entends plus. Alors, donc on va commencer. Donc, je vais commencer par vous exposer un petit peu vous présenter le sommaire de ce webinaire. On va commencer parce que il est, à mon avis, indispensable que vous ayez bien en tête ce qu'on entend par responsabilité du chef d'entreprise. Ça recoupe à la fois la responsabilité civile, mais également la responsabilité pénale. Donc, je vais vous donner un aperçu de ces deux thèmes-là, responsabilité civile d'une part, responsabilité pénale de l'autre. Dans quel cas est-ce qu'on peut l'invoquer? Comment est-ce qu'on peut l'invoquer? Quelles sont les conditions pour les invoquer également? Et puis, on appliquera tout ça au contexte de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes plongés. Et puis, un dernier point donc, sera abordé avec justement les points de vigilance, ce sur quoi vous pouvez tabler en ce moment, non seulement vis-à-vis de vos salariés, mais également vis-à-vis de vos clients et on verra même vis-à-vis de vos fournisseurs. Alors, on va commencer donc avec des bases juridiques. Je ne vais pas être trop longue, je ne vais pas vous embêter trop avec des notions juridiques, mais ça me paraît complètement essentiel parce que c'est ça qui va vous permettre ensuite de pouvoir comprendre tout ce dont on parle en ce moment avec la crise sanitaire. Alors, on va commencer tout d'abord avec la responsabilité civile. Vous allez me dire, vous allez peut-être penser que la responsabilité civile, oui, je sais ce que c'est. Alors, on sait tous ce que c'est, sauf qu'en droit, c'est quelque chose qui est vraiment très précis. Nous, nous particuliers, ou vous, chef d'entreprise, qui êtes aussi des particuliers, vous avez toujours l'habitude, en fait, de parler de responsabilité civile dans le domaine de l'assurance. Mais en fait, moi, je vais l'aborder plutôt sous l'angle du droit. Alors, pour pouvoir engager la responsabilité civile de quelqu'un, il faut bien évidemment qu'il y ait eu un dommage. Alors, on peut parler indifféremment de dommage ou de préjudice, autrement dit de quelque chose que vous avez ressenti vous-même. Donc, on va parler dans ce cas-là de dommage corporel. Et puis, ça peut être aussi un dommage matériel, notamment lorsque l'on parle de dégradation d'une chose, si par exemple vous avez un accident de voiture ou si, là en l'occurrence, vous avez subi des pertes de ressources puisque votre chiffre d'affaires n'a pas été aussi important que les années précédentes. Autrement dit, vous avez subi ce qu'on appelle un dommage matériel et plus précisément, au sens juridique du terme, un dommage économique. Vous pouvez avoir également subi un préjudice, un dommage moral. Alors, le dommage moral, c'est bien sûr, par exemple, l'atteinte à la vie privée. Bon, là, en l'occurrence, ça s'applique un petit peu moins, quoique on verra que sur les prochaines slides, que vos clients pourraient invoquer, par exemple, un dommage moral à votre encontre s'ils s'apercevaient que les données personnelles qu'ils vous ont communiquées, notamment pour une carte de fidélité, auraient subi donc une cyberattaque. Et dans ce cas-là, on pourrait parler de dommage moral qui serait subi par le client. On parle également de dommage écologique, mais le dommage écologique, là, pour le moment, il n'est pas abordé. Donc, si on se résume, on a à l'origine un dommage, qu'il soit corporel, matériel ou moral, mais pour que ce dommage donc, soit pris en compte, il faut bien évidemment un fait générateur. Alors là, si on l'applique au contexte de la crise sanitaire, le fait générateur, bien sûr, c'est le fameux virus. Et le fait générateur, vous
dans votre cas précis de chef d'entreprise, ça pourrait être le fait de ne pas avoir à suffisamment désinfecter vos locaux, par exemple. Donc, on a deux éléments ici. Le premier élément, le fait générateur, il y a toujours quelque chose qui est à l'origine. Le dommage qui s'ensuit, et puis ensuite, ce qu'on appelle le lien de causalité entre les deux. Le lien de causalité entre les deux, ça signifie tout simplement que si le fait générateur donc, ne s'était pas produit, bien sûr, le dommage n'aurait pas été vécu par la victime et le préjudice non plus. Alors, il existe différents types de responsabilité civile. On parle de responsabilité civile contractuelle ou de responsabilité civile extra-contractuelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait la différence et pourquoi cette différence est-elle aussi importante? Parce que la responsabilité contractuelle va pouvoir s'appliquer, par exemple, vis-à-vis de vos clients ou vis-à-vis de vos employés, de vos salariés. Et la responsabilité extra-contractuelle, on va le voir tout à l'heure, elle résulte d'une faute personnelle que vous auriez commise. Autrement dit, contractuelle, on est dans le cadre du contrat. Extra-contractuel, on est bien sûr en dehors du contrat. Et si on est en dehors du contrat, ça signifie bien souvent que vous avez commis une faute. Alors, en ce qui concerne la responsabilité contractuelle, ça veut dire que, en gros, vous n'avez pas exécuté le contrat ou tout du moins, vous l'avez mal exécuté. De cette responsabilité contractuelle va découler ce qu'on appelle des obligations. Et on fait la différence entre l'obligation de moyens d'une part et l'obligation de résultat d'autre part. En ce qui concerne l'obligation de moyens, je vais vous prendre un exemple tout simple. Vous allez très très vite comprendre la différence entre obligation de moyens et obligation de résultat. Lorsqu'on parle d'obligation de moyens, ça signifie tout simplement qu'on a mis tout en œuvre pour parvenir au résultat attendu. Et là, c'est l'exemple typique du médecin traitant. Le médecin traitant, il a une obligation de moyens vis-à-vis de vous. Il va tout mettre en œuvre, il va vous prescrire des médicaments pour parvenir au résultat attendu, c'est-à-dire à votre guérison. Est-ce que pour autant, vous pourrez engager ces responsabilités si vous jugez que l'ordonnance qu'il vous a prescrite n'était pas la bonne? Eh bien non, parce qu'il a une obligation de moyens. Pour pouvoir engager la responsabilité du médecin traitant, il faut impérativement une faute inexcusable de sa part, mais à condition de pouvoir la prouver. Par contre, l'obligation de résultat, on attendait un résultat, on n'est pas parvenu à ce résultat et donc on peut engager la responsabilité de l'autre. Si par exemple, dans votre activité professionnelle, vous êtes transporteur, il vous incombe une obligation de résultat, c'est-à-dire que la marchandise que vous transportez doit arriver donc en parfait état jusqu'à votre client final. Donc, obligation de moyens, je mets tout en œuvre, ma responsabilité n'est pas forcément engagée. Obligation de résultat, là, ma responsabilité est engagée si je ne parviens pas au résultat attendu. Alors, pourquoi cette distinction est très importante? Tout simplement parce que le régime de la responsabilité ne sera pas le même. Là, on a parmi les obligations donc, qui vous incombent vous en tant que chef d'entreprise, et en tant qu'employeur notamment, vous avez ce qu'on appelle une obligation de sécurité de résultat. Autrement dit, il vous incombe, vous, en tant qu'employeur, d'assurer la sécurité pleine et entière de vos salariés. Et puisque c'est une obligation de résultat, vous devez aller jusqu'au bout de cette obligation. On a parlé de la responsabilité contractuelle. On va maintenant évoquer la responsabilité extra-contractuelle. Extra-contractuelle, comme je le disais tout à l'heure, en dehors du contrat, cela suppose que vous avez commis une faute, que cette faute est personnelle et qu'elle va engager votre responsabilité civile. Alors, soit c'est vous en tant que chef d'entreprise qui allez faire la faute, soit c'est par exemple un de vos salariés qui va faire la faute. Et si c'est un de vos salariés qui commet la faute, cela va bien sûr engager votre responsabilité, puisque dans ce cas-là, on va parler de la responsabilité du commettant. Et là, cela engage, bien sûr, alors, vous pouvez toujours faire jouer votre responsabilité civile professionnelle, puisque normalement, vous êtes assuré pour ce type de dommage-là.
On arrête avec la responsabilité civile. On va parler maintenant, on va s'intéresser maintenant à la responsabilité pénale des personnes morales. Alors, elle s'applique, cette responsabilité des personnes morales, tout simplement donc aux personnes morales de droit privé. Personne morale de droit privé, une entreprise. Autre personne morale de droit privé, une association. Et également, donc aux personnes morales de droit public. Alors, la responsabilité pénale, elle est engagée à partir du moment où on commet une infraction. Alors, on va parler généralement dans le langage courant, on a l'habitude d'employer le terme d'infraction, mais on ne sait pas toujours ce que ça peut recouper, la notion d'infraction. Les infractions, en fait, sont classées en 3 catégories. Vous avez tout d'abord les contraventions. Donc, quand vous faites un excès de vitesse et que la police, par exemple, vous donne une amende, eh bien, cela résulte de l'infraction que vous avez commise. Et donc, l'excès de vitesse est considéré comme étant une contravention. Deuxième type d'infraction, un peu plus grave, le délit. Donc, le délit, c'est une faute intentionnelle, quelque chose que vous avez, donc, un fait que vous avez commis et qui, donc, a la nature d'un délit. Et dans ce cas-là, vous êtes plutôt dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire qu'en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employeur, à l'égard de vos clients comme à l'égard de vos salariés, on va plutôt parler de délit. Donc, c'est l'infraction qui caractérise le plus le monde de l'entreprise. Et puis, on peut également parler de crime en matière d'infraction. Le crime, tout le monde sait ce que c'est, hein, un meurtre par exemple. Le meurtre est un crime et à ce titre-là, puisqu'il s'agit d'une infraction, il va engager la responsabilité pénale de son auteur. Vous, en tant que chef d'entreprise, donc vous représentez l'entreprise qui est une personne morale. Et donc, en fait, les personnes morales sont reconnues depuis 2005 comme étant responsables pénalement de leurs actes. On va pouvoir passer à la slide suivante, puisque là, on va directement appliquer la responsabilité de l'employeur et la responsabilité, donc cette responsabilité qui est civile, et la responsabilité pénale des personnes morales au contexte de crise sanitaire dans lequel nous sommes plongés. On va commencer par la responsabilité de l'employeur. Alors, l'employeur, il a une responsabilité qui est une obligation de sécurité de résultat. Alors, pourquoi une obligation de sécurité de résultat? J'ai noté dans la slide obligation de santé et de sécurité parce qu'en fait, ce sont les 2 principaux axes sur lesquels sont basées la responsabilité de l'employeur. Comme je vous le disais tout à l'heure, normalement, cette obligation de santé et de sécurité est une obligation de résultat. Il n'empêche que dans ce contexte-là, on pourrait engager la responsabilité civile de l'employeur, mais à condition de pouvoir prouver qu'il a commis une faute. Ce qui vous sauve, vous, en tant qu'employeur, c'est bien évidemment le fait qu'on est dans un contexte de crise sanitaire. Et dans un contexte de crise sanitaire qui est lié à une pandémie, vous ne pouvez pas tout savoir sur les risques encourus. On parle souvent en droit, on dit souvent que l'état des connaissances scientifiques et techniques ne permettait pas de savoir, au moment où ça s'est produit, si on encourait, donc s'il y avait donc une responsabilité qui était encourue et qui serait liée à l'obligation de sécurité et de santé de l'employeur. Autrement dit, si ce n'est pas une obligation de résultat, c'est forcément une obligation de moyens. Et on parle aujourd'hui, dans ce contexte de crise sanitaire, d'obligation de moyens renforcés. On ne peut pas aller jusqu'à dire que l'employeur a tout mis en place pour assurer la sécurité de ses salariés et qu'on ne voit pas sa responsabilité engagée. On va faire prévaloir l'obligation de moyens renforcés parce qu'on s'attend à ce que vous, en tant qu'employeur, vous preniez toutes les mesures nécessaires pour éviter le risque. Alors, ça veut dire quoi? Prendre toutes les mesures nécessaires. Prendre toutes les mesures nécessaires, ça signifie que vous avez 3 obligations principales dans ce cadre-là. Tout d'abord, une obligation de prévention, c'est-à-dire en fait que vous allez
Vous allez vous documenter. Tout à l'heure, je vous donnerai un site qui est le site du ministère du Travail et de l'Emploi que vous connaissez forcément et sur lequel vous pouvez avoir pas mal de documentation. Vous avez une obligation d'information. Autrement dit, n'hésitez pas, lorsque vous avez des salariés, à faire une petite réunion qui peut durer 5 minutes, ça suffit largement, mais pour rappeler à votre personnel, à vos salariés, que bien sûr, ils doivent observer les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale. Alors, les mesures de distanciation sociale, c'est non seulement entre salariés, avec vous-même, mais également à l'égard des clients qui peuvent rentrer dans votre boutique si vous en avez une. Et puis, troisième aspect, l'obligation de formation. On a une obligation de formation. Donc, c'est pareil. Avant le début du déconfinement et juste avant la réouverture de vos boutiques, si vous en avez une, n'hésitez pas à passer au moins 1 heure avec vos salariés. Vous leur montrez des petites vidéos, vous leur faites des petites démonstrations. Mais il faut toujours avoir un esprit, on est toujours dans l'idée de prendre toutes les précautions possibles pour éviter un risque à l'égard de la clientèle ou à l'égard de vos salariés. Alors, en fait, il faut, pour vous prémunir de tout cela, bien arriver à prouver en fait que vous avez tenu compte de tous les changements de circonstances. Ça peut être par exemple dans 1 mois, si on nous dit qu'on doit se reconfiner ou qu'il y a des mesures de reconfinement ou alors des mesures de prévention, je dirais à un stade supérieur, à un degré supérieur, il faut impérativement que vous ayez à l'esprit que vous avez un devoir d'information, un devoir de conseil qui s'applique surtout et avant tout donc à vous-même, mais également à l'égard de vos salariés. Alors, si on devait engager votre responsabilité civile, il y aurait bien sûr plusieurs conditions à respecter. Autrement dit, il faudrait que le salarié, s'il voulait engager votre responsabilité civile et s'il souhaitait obtenir une indemnisation de votre part, il faudrait qu'il arrive à prouver qu'il a subi un dommage. Autrement dit, s'il a subi un dommage, si on revient à ce qu'on disait au tout départ, il faudrait qu'on arrive à identifier le fait générateur qui a conduit au dommage. Ce fait générateur, ce serait forcément une faute que vous auriez commise. Autrement dit, par exemple, vous n'avez pas respecté les obligations de sécurité qui s'imposent dans le contexte de crise sanitaire. Bon, à mon avis, je vous rassure, on n'en est pas arrivé là. Il n'y a eu aucun cas pour l'instant. Aucun salarié n'a commencé donc à interpeller le chef d'entreprise, son employeur ou à intenter d'action en justice à l'égard de l'employeur pour faire engager sa responsabilité civile. Bon, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que quand on est dans le cadre d'une obligation de moyens renforcés, en fait, il est très compliqué pour un salarié d'engager la responsabilité civile de l'employeur. Voilà. Tout simplement parce que vous, en tant qu'employeur, vous allez réussir à apporter la preuve contraire. Et cette preuve contraire, vous pourrez l'apporter à partir du moment où vous arriverez à prouver que vous avez pris toutes les mesures de sécurité qui s'imposent, vous avez informé votre personnel, vous avez formé les salariés, vous avez donc été prévenant par rapport au risque et surtout, vous avez toujours tenu compte de l'évolution de la situation. Donc, je vous dirai dans la dernière slide comment faire pour prendre des mesures préventives par rapport à ça. Et ces mesures préventives, en termes de documentation, ce sont des mesures préventives qui sont basiques, mais qui sont matérielles, mais qui vous permettraient, si on voulait engager votre responsabilité civile, d'avoir tout sous la main le jour où. Voilà. Il faut également, vous, en tant qu'employeur, qu'on tienne compte de la nature de votre activité. Bien évidemment, on n'est pas dans le même cas de figure lorsqu'on accueille des personnes dans un restaurant, dans un salon de coiffure, lorsqu'on est dans une boutique de vêtements. Alors là, il y a des réglementations spécifiques qui s'appliquent.
notamment par rapport aux mesures de décontamination. Alors, décontamination, le terme est peut-être un petit peu fort, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on doit vraiment se prémunir par rapport à tout ça et ne pas, comment dire, ne pas mettre tout en œuvre pour réussir donc à se prémunir par rapport aux risques et à se prémunir par rapport à toute action en responsabilité qui pourrait être intentée contre vous. Alors, en ce qui concerne la responsabilité pénale, cette fois des personnes morales, jusqu'alors, tout ce que j'ai pu lire sur les sites spécialisés ou par exemple sur le site du ministère de la Justice ou sur le site de la Cour de cassation, jusqu'alors, on n'a jamais donc vu la responsabilité pénale de l'employeur être engagée. Je suis remontée jusqu'à tout ce qui était crise pandémique liée au H1, au virus H1N1. La responsabilité pénale n'a jamais été engagée. Tout simplement, parce que je vais le dire et je vais le répéter, à partir du moment où toutes les mesures de prévention sont prises par rapport au risque de contamination, toutes les gestes barrières, les mesures de distanciation, si vous avez mis à la disposition de votre clientèle notamment du gel hydroalcoolique, si vous êtes un salon de coiffure, si vous avez par exemple mis des barrières de sécurité à l'entrée du salon de coiffure, ou vous avez mis un panneau à l'entrée du salon de coiffure en précisant bien à votre clientèle que le client ne pouvait pénétrer à l'intérieur du salon de coiffure qu'à la condition que vous lui ayez donné l'autorisation de rentrer et que vous avez désinfecté les mains. Alors, je donne des exemples précis, mais pour bien vous faire comprendre le truc, c'est que si vous avez mis du gel hydroalcoolique dans les mains de votre client, vous êtes sûr que ses mains ont été désinfectées. En fait, ce sont des gestes barrières, mais je dirais des gestes barrières pour vous-même, pour éviter qu'on engage votre responsabilité. Voilà. Alors après, en tant que coiffeur, en tant que restaurateur, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que là, ça va vraiment être du cas par cas. C'est pour ça que lorsque vous avez, par exemple, que vous êtes un cabinet médical ou vous êtes un dentiste, eh bien, lorsqu'on prend rendez-vous aujourd'hui, on nous demande de venir avec un masque. Et si, au moment de la prise de rendez-vous, ou au moment où vous avez réservé une table pour un client à partir d'un appel téléphonique, vous avez donc décidé que cette personne-là viendrait avec un masque, vous lui avez bien expliqué, vous lui avez bien fait prendre conscience des choses, et bien à ce moment-là, le client ne pourra pas vous attaquer. D'accord ? On va continuer avec les mesures de précaution. Et surtout par rapport à la responsabilité pénale. En fait, pour pouvoir engager votre responsabilité pénale, vous en tant que chef d'entreprise, il faudrait que la victime, entre guillemets, puisse arriver à prouver que vous avez délibérément mis en danger sa vie et parce que vous avez commis une faute. Encore faut-il que la victime puisse arriver à prouver la faute que vous avez commise, faute qui serait d'une particulière gravité. Voilà. On peut difficilement en arriver là. Voilà. Est-ce que par rapport à vos salariés, un salarié pourrait arriver à prouver que vous l'avez exposé à un risque de mort ou à un risque de blessure excessivement grave? Dans un contexte de pandémie, vous me direz, on pourrait être exposé à un contexte de mort, un risque de mort. C'est compliqué, ce serait très compliqué pour la victime à pouvoir le prouver. Alors, on peut parler également, lorsque on est dans un tel contexte de crise sanitaire, on pourrait parler de maladie professionnelle. Alors, j'attire votre attention par rapport au risque de maladie professionnelle, parce qu'on commence à le voir apparaître. Dans la doctrine aujourd'hui, on tente à penser que ce qui s'est passé pour l'amiante à la fin des années 80, dans les années 90 et au début des années 2000, pourrait également se reproduire avec ce virus.
Autrement dit, on pourrait voir des cas, alors à mon avis, ce ne serait pas dans des cas chez des commerçants comme vous, ce serait plus des cas qui seraient dans l'industrie par exemple. Parce que là, il faudrait donc avoir les reins suffisamment solides en tant qu'entrepreneur pour pouvoir indemniser ce genre de dommages. Mais si on reconnaît un jour le Covid, ce virus, comme étant une maladie professionnelle, ça aurait des impacts et des conséquences relativement importantes, notamment en termes d'indemnisation des victimes. Et je vous expliquerai un petit peu plus en détail juste après jusqu'où ça pourrait aller, notamment sur les points de vigilance à avoir. Dernier point de cette slide, la responsabilité civile pourrait être engagée pour le préjudice d'anxiété. Alors, on commence à l'évoquer, ce préjudice d'anxiété. On a des cas aujourd'hui de salariés en fait qui évoquent ce préjudice d'anxiété. On a entendu également parler, peut-être l'avez-vous déjà entendu, du syndrome de la cabane ou du syndrome de l'escargot. En fait, ça signifie tout simplement que le salarié peut avoir peur de revenir sur son lieu de travail, peut avoir peur de sortir de chez lui, notamment lorsqu'il a été en chômage partiel ou en télétravail pendant un certain laps de temps, et où il ne veut plus ressortir de chez lui. Alors, on ne peut pas ressortir de chez soi, peut-être parce qu'on a tout simplement peur de l'attraper dans la rue en croisant quelqu'un, peur de l'attraper en allant prendre les transports en commun, mais on peut avoir aussi peur de l'attraper sur son lieu de travail. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que le préjudice d'anxiété peut être, excusez-moi, le préjudice d'anxiété donc peut être invoqué par certains salariés. Alors, ce préjudice d'anxiété, en fait, il n'est pas invoqué comme ça par hasard. En fait, pourquoi les salariés l'invoquent? Tout simplement parce qu'ils veulent mettre en avant leur droit de retrait. Ce qu'il faut que vous sachiez d'ores et déjà, c'est que dans le cadre du Covid, dans le cadre de cette pandémie, en fait, de cette crise sanitaire, logiquement, le salarié ne peut pas invoquer le droit de retrait. Tout simplement parce que le droit du travail prévoit le cas d'un droit de retrait que lorsque le salarié est exposé à un danger grave et imminent. Et on ne peut pas appliquer cette notion de danger grave et imminent à un contexte de crise sanitaire. C'est peut-être grave, mais ce n'est pas forcément imminent. Et le droit de retrait, on a déjà vu des cas dans la jurisprudence où on pouvait l'invoquer, notamment parce que des salariés refusaient, par exemple, de monter à un échafaudage parce qu'ils menaçaient tout simplement de s'écrouler. Et donc, dans ce cas-là, on peut faire valoir ce droit de retrait. On peut faire valoir ce droit de retrait, notamment lorsqu'on est salarié, qu'on arrive dans l'enceinte d'une usine, par exemple, et où on sent, ou même d'un commerce, peu importe, on sent une odeur de gaz. Donc là, c'est un danger grave et imminent. Et dans ce cas-là, on a les droits d'exercer son droit de retrait. Ça peut être un danger grave et imminent, notamment lorsque vous êtes conducteur de bus et qu'on vous demande d'aller conduire, de faire un circuit dans une zone urbaine qui serait particulièrement où il y aurait des émeutes, par exemple. Là, vous pouvez exercer vos droits de retrait. Mais pour le moment, on ne peut pas appliquer le droit de retrait, la notion de danger grave et imminent pour le contexte de crise sanitaire, parce que ça ne s'applique pas tout simplement. Et donc, normalement, si le salarié donc invoque à votre rencontre, invoque donc le préjudice d'anxiété, en fait, vous pouvez tout simplement lui dire que le préjudice d'anxiété, que vous le comprenez, que certes, il peut être entendu, mais qu'à partir du moment où vous avez tout mis en place, comme je vous le disais tout à l'heure, les mesures de prévention qui consistent à informer, à former, à s'adapter aux changements, logiquement, s'il y a préjudice d'anxiété réelle, ça voudrait dire en fait qu'il faudrait tout simplement donc conduire votre salarié à se rendre chez son médecin. Voilà. Alors, on va continuer. On va continuer avec la responsabilité du chef d'entreprise. Et là, j'ai voulu en fait
faire différents points à l'égard des salariés, à l'égard des clients et des visiteurs, à l'égard des mandataires sociaux, et puis un dernier point sur les fournisseurs. Alors, à l'égard des salariés, j'ai déjà débordé dessus, on ne va pas revenir, on ne va pas y revenir, puisque de toute façon, tout ce qui concerne la faute inexcusable qui peut engager la responsabilité pénale, on a vu tout à l'heure que c'était difficilement applicable. Sur la maladie professionnelle, ça risque d'être un petit peu on risque d'être un petit peu en avance, tout simplement parce que en matière de maladie professionnelle, on n'est pas encore au point sur ce sujet-là, tout simplement parce que la maladie professionnelle aujourd'hui, elle n'est pas avérée. Alors, elle n'est pas avérée, mais elle peut engendrer pas mal de risques si on reconnaît ce virus du Covid-19 comme étant une maladie professionnelle. Je vous l'expliquerai dans la dernière slide, notamment par rapport aux cotisations maladie, aux cotisations donc maladie et accident du travail. Alors, à l'égard des clients et des visiteurs, à l'égard de vos clients, votre responsabilité contractuelle pourrait être engagée. Elle pourrait être engagée tout simplement parce qu'en fait, on est dans le cadre d'un contrat. On est dans le cadre d'un contrat, mais, et c'est pour ça que à partir du moment où vous avez un client qui rentre dans votre boutique, qui achète quelque chose ou qui vient pour une prestation de service, on est dans le cadre de la responsabilité contractuelle. À partir du moment où vous avez pris toutes les mesures de prévention nécessaires, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du salon de coiffure avec les barrières de sécurité, le gel hydroalcoolique, le fait de dire à votre client de porter un masque avant de rentrer dans votre salon de coiffure, bien évidemment, donc, c'est un ensemble de mesures préventives que vous imposez à vos clients qui doivent les respecter. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, moi, je conseille vivement, si vous avez un client qui rentre dans votre boutique sans masque, de ne pas l'accepter, quitte à perdre du chiffre d'affaires. Mais il vaut mieux perdre une vente que de perdre sa boutique. Après, il sera très très compliqué pour un client de toute façon, à partir du moment où il a fait une après-midi de shopping, d'arriver à prouver qu'il a contracté la maladie, qu'il a contracté ce virus précisément dans votre boutique à vous. Il n'empêche que il vaut mieux avoir tous les moyens de preuve à sa disposition. Et les moyens de preuve, c'est ceux que je vous ai exposés tout à l'heure. La sécurisation des systèmes d'information, c'est tout simplement le risque de cyberattaque. On a vu depuis le début de la crise sanitaire qu'il fallait amplifier la protection des données personnelles de vos clients. Donc, si par exemple, pendant la période de confinement, vous n'avez pas fait de sauvegarde, vous n'avez pas vérifié que voilà, les données personnelles de vos clients, si vous les stockez sur un cloud par exemple, donc ça ne faisait pas l'objet d'un cloud qui se situe dans l'espace européen, et bien à ce moment-là, donc il faut y faire très très attention. Parce que le risque de cyberattaque est bien évidemment accru dans ces contextes de pandémie, de crise sanitaire. On peut également rencontrer donc voir votre responsabilité engagée par rapport à vos mandataires sociaux, notamment en matière de faute de gestion et de défaut de protection. Là encore, on pourrait voir des mandataires sociaux qui pourraient engager votre responsabilité pour le défaut de protection ou une faute de gestion. Un défaut de protection, c'est bien sûr lié aux mesures, aux gestes barrières. Encore une fois, si vous avez fait tout ce qu'il fallait pour vous prémunir par rapport à ces risques-là, on peut voir engager votre responsabilité. Pardonnez-moi, mais mon téléphone sonne même lorsque je décroche. Est-ce que vous pourriez rappeler, s'il vous plaît? Merci. Je suis en webinaire. Donc, en ce qui concerne donc la responsabilité des dirigeants et notamment à l'égard des fournisseurs, on a vu également on pourrait voir la responsabilité du fournisseur engagé en matière de responsabilité civile contractuelle par rapport à une rupture de la chaîne d'approvisionnement. Donc,
commence à y avoir un petit peu d'articles. On voit des articles apparaître concernant la responsabilité des fournisseurs. Donc, aujourd'hui, on engage vivement les fournisseurs à revoir leur cartographie des risques. Bon, ça se manifeste notamment par rapport à des commerçants qui, par exemple, commandent des produits en Chine, notamment. Donc, il faut être particulièrement vigilant par rapport à ça et ne pas faire preuve de négligence pour éviter de voir sa responsabilité engagée. On va terminer avec les points de vigilance. Ces points de vigilance, vous allez pouvoir consulter, et moi je vous engage à consulter très régulièrement le site du ministère du Travail. Alors, ce site du ministère du Travail, je vais essayer de vous le montrer en partage d'écran. Le site du ministère du Travail, en fait, il est particulièrement intéressant dans ce contexte de crise sanitaire, tout simplement parce que vous y avez tous les points d'actualité. Donc, j'espère que le partage d'écran fonctionne bien, de façon à ce que vous puissiez voir. Hein, je vous ai mis l'adresse dans le PowerPoint. Vous êtes sur travail-emploi.gouv.fr. C'est le site officiel du ministère du Travail. Et sur ce site officiel, vous avez un point d'actualité tous les jours. Enfin, c'est plutôt bien actualisé. Vous avez des fiches métiers. Donc, vous pouvez vous reporter à ces fiches métiers donc, pour voir si vous êtes bien en conformité, suivant votre activité professionnelle avec les mesures que vous devez prendre. Vous avez également, vous voyez, il y a les métiers de la boulangerie, il y a les... Pardon? On n'a pas le partage d'écran. On n'a pas le partage d'écran. Mince. Non. Alors, je vais le reprendre. Est-ce que là, ça fonctionne? C'est en train de venir. Voilà. Bon. Vous avez donc, je disais, la rubrique actualité donc, et des fiches métiers qui vous permettent également d'avoir donc un point précis de l'actualité. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait s'adapter par rapport aux circonstances, qu'il fallait donc voir les évolutions, les changements, parce qu'il y a de plus en plus, on connaît de plus en plus de choses par rapport à ce virus, n'hésitez pas à faire des points. N'hésitez pas non plus à vous créer un petit dossier. Alors, ça paraît complètement, vous l'avez certainement déjà fait, mais on appelle ça en droit un faisceau de preuves. Faites-vous des petits dossiers sur votre PC. Faites-vous un dossier Covid-19, par exemple, avec un sous-dossier sur des preuves. Et n'hésitez pas donc à télécharger des articles, à télécharger des choses que vous allez des articles que vous allez pouvoir lire sur le site du ministère du Travail, de façon à voir, à pouvoir consulter les fiches conseils, à voir ce que vous devez mettre en place dans votre propre entreprise, et puis ensuite à faire un autre sous-dossier sur l'application. Voilà. On n'est jamais trop prudent. Alors, on revient à notre PowerPoint. Donc, ce PowerPoint, je vais le retrouver. Hop. Donc, par rapport au point de vigilance, donc une connexion régulière aussi du ministère du Travail et de l'Emploi. Il faut impérativement que votre document unique d'évaluation des risques soit mis à jour. Tout simplement parce qu'il faut tenir compte des changements de circonstances et il faut que vos risques professionnels soient évalués. Alors ça, c'est un très très bon moyen de preuve pour vous prémunir justement par rapport aux dommages ou par rapport aux actions qu'on pourrait mener contre vous. Si vous êtes une entreprise de plus de 20 salariés, je vous engage vivement à modifier le règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, vous avez 4 thèmes obligatoires. Parmi ces thèmes obligatoires, il y a un thème qui reprend l'hygiène et la sécurité. Lorsqu'on parle d'hygiène et de sécurité, on s'attend également à ce qu'il y ait une petite ligne, voire 2, sur les risques qui sont liés au virus. Donc, moi, je vous engage vivement, si vous êtes une entreprise de plus de 20 salariés, à modifier le règlement intérieur.
Et surtout, à mettre à jour votre DUER si l'inspection du travail passe et que le DUER n'est pas mis à jour, ils peuvent vous mettre en demeure, donc déjà dans un premier temps, donc de le mettre à jour. Et puis, ils peuvent vous adresser une injonction de renforcer les mesures de protection. Donc, autant le faire maintenant, de façon à être tranquille, si vous ne l'avez déjà fait. En matière de télétravail, on a beaucoup parlé de télétravail pendant la période de confinement, on en parle encore aujourd'hui. Vous pouvez donc privilégier le télétravail, c'est bien sûr le mot d'ordre du ministère du Travail, mais dans certains cas, bien sûr, lorsqu'on est en boutique, notamment lorsqu'on a une prestation de service à effectuer, on ne peut pas être en télétravail. Si vous avez la possibilité de mettre vos collaborateurs en télétravail, vous pouvez les y obliger. Voilà. Par contre, si le télétravail est impossible, vous devez faire en sorte d'aménager les locaux pour que les mesures de distanciation donc soient respectées. Autrement dit, éviter de mettre 3 personnes dans le même bureau, voilà, prévoir des masques, du gel hydroalcoolique, donc diffuser très largement toutes les mesures de protection et puis ne pas hésiter. Donc, si vous avez modifié le règlement intérieur, à faire un avenant ou tout du moins à faire signer par le salarié la version actualisée du règlement intérieur. Puisque logiquement, lorsque vous faites signer un contrat de travail au salarié, vous faites signer le règlement intérieur. De la même manière, si vous actualisez le règlement intérieur, vous le refaites signer par les salariés. C'est aussi une mesure de protection qui est moins visible, bien évidemment, mais qui va vous prémunir contre des risques d'action en justice d'un de vos salariés. Il faut également penser à l'adaptation des horaires de travail. Ne pas faire venir tout le monde au même moment, faire travailler des équipes en alternance ou faire travailler les gens par équipes successives dans la mesure du possible. Alors, petit point aussi de vigilance par rapport aux gants. Les gants ne sont pas obligatoires. Ils peuvent même être déconseillés dans certains cas parce qu'en fait, à partir du moment où vous portez des gants, vous avez le virus sur le gant et le virus sur le gant peut facilement se propager. À partir du moment où vous vous lavez les mains très régulièrement, où vous mettez à disposition des salariés du gel hydroalcoolique, en fait, le virus a moins de chances de se propager. J'en viens au test de dépistage, puisqu'on a vu apparaître dans certaines entreprises, aux alentours de Châteauroux et à Châteauroux même, des tests de dépistage. Les tests de dépistage ne sont pas obligatoires. De la même façon, obligez votre salarié à prendre sa température au moment où il arrive sur son lieu de travail. Ce n'est pas obligatoire non plus et vous ne pouvez pas l'imposer, vous, en tant qu'employeur, à vos salariés. Voilà. En fait, ce que vous pouvez demander à vos salariés, c'est, bon, bien évidemment, c'est sur leur bonne foi, mais vous pouvez demander à vos salariés qu'ils prennent leur température le matin avant de venir. Voilà, tout simplement. Et puis, lorsque vous mettez des équipements de protection individuelle à disposition des salariés, tels que des masques, vous devez vous assurer qu'ils sont bien utilisés. Voilà. N'hésitez pas à intervenir aussi à l'égard de vos salariés, notamment lorsque vous voyez que les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées. Et puis, lorsque vous êtes un établissement qui accueille du public, il faut impérativement désinfecter toutes les zones qui auront été touchées. Donc, ça peut être une poignée, ça peut être dans une cabine d'essayage, ne pas hésiter à désinfecter. Ça peut être l'appareil de carte bleue également. En tout cas, sachez une chose, c'est que en tant que chef d'entreprise et en tant que responsable d'une boutique qui accueille du public, il vous appartient de fixer, je dirais, les règles du jeu. Donc, c'est à vous de fixer les règles de façon à ne pas voir votre responsabilité engagée par la suite. On en vient au risque. Le droit de retrait du salarié, je l'avais évoqué tout à l'heure. Le risque financier, il ne faut pas le négliger. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous le précisais tout à l'heure, si on en vient à reconnaître le Covid-19 comme étant une maladie professionnelle, ça va tout simplement avoir un impact sur le taux des cotisations, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Et donc ça pourrait être très très lourd. Vous avez certainement entendu parler également de la jurisprudence Amazon. Amazon a dû fermer ses portes en France le 16 avril dernier. Il a réouvert lundi, tout simplement parce que les mesures de distanciation sociale, les mesures sanitaires, donc n'étaient pas respectées. Et donc les syndicats ont fait valoir donc le risque qui était lié à la maladie. Alors, je voudrais conclure sur une note positive. C'est le fait que dans la loi du 11 mai, qui a prolongé l'état d'urgence sanitaire, il y avait un amendement. Et dans cet amendement, on pouvait lire que seule la preuve de la faute intentionnelle pouvait engager la responsabilité civile et pénale du chef d'entreprise. Autrement dit, vous êtes quand même relativement protégé. Il n'empêche que, bien sûr, toutes les mesures qu'on a évoquées précédemment doivent être appliquées. Ça on peut pas y déroger. Je vous ai mis une petite équation juste à la fin. C'est que on observe actuellement qu'il y a un régime dérogatoire de responsabilité. Et si on crée donc un fonds national d'indemnisation des victimes, en fait, tout simplement, ça peut permettre de limiter la responsabilité du chef d'entreprise. Voilà, j'ai terminé avec cet exposé. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous remercie pour votre attention et puis je vais commencer à répondre aux questions qui ont été posées. Voilà. Qui ont été posées par certains d'entre vous et qui donc peuvent faire l'objet, donc je vais les reprendre. J'y ai plus ou moins répondu dans les exposés, dans l'exposé que je viens de faire, dans le petit webinaire que je viens de faire. Il y avait notamment une personne qui avait posé une question par rapport à son salon de coiffure. Alors là, cette première question, je ne peux pas y répondre, tout simplement parce que, voilà, moi j'interviens en droit. L'objectif de mon intervention, c'était véritablement de parler de la responsabilité du chef d'entreprise, mais en matière de prêt bancaire et d'avance de trésorerie par une banque, là, je serais incapable de vous répondre. Je pense qu'il vaut mieux vous adresser directement à votre conseiller bancaire. Voilà. Alors après, votre conseiller bancaire vous a refusé a priori une avance de trésorerie. Il existe, j'en ai entendu parler, un médiateur bancaire. Et donc, c'est une personne, alors, tapez peut-être sur Internet ou je ne sais pas, peut-être que quelqu'un qui assiste à ce webinaire peut répondre, mais je sais qu'il existe un médiateur bancaire. Voilà. Et donc, peut-être pouvez-vous passer par cette personne-là, par l'intermédiaire de cette personne-là pour pouvoir résoudre ce petit problème. Enfin, ce problème. Dans tous les cas, la cellule en place à la Sécu pourra répondre et orienter les questions de ce type. Oui, c'est vrai, aussi. Alors, concernant la question sur la restauration, donc la question, c'est pour les métiers de la restauration, pour la préparation de la réouverture, donc pouvoir à nouveau accueillir les clients sur place. Moi, je vous conseille d'aller sur il existe le bulletin de l'hôtellerie et de la restauration. Je vous retrouverai, j'ai pas eu le temps de regarder depuis hier, mais c'est une gazette qui paraît tous les mois. Et dans cette gazette, en fait, vous avez des points d'actualité. Donc, à mon avis, sur le bulletin de l'hôtellerie et de la restauration, alors c'est pas le bulletin, je sais, mais il existe un magazine qui reprend tout ce qui concerne l'hôtellerie et la restauration. Et logiquement, vous devriez pouvoir avoir toutes les informations qui concernent votre secteur d'activité en matière de restauration. Sinon, allez sur le ministère du Travail et de l'Emploi et logiquement, vous avez une fiche métier qui concerne la restauration. Ensuite, par rapport, on m'a posé une question aussi sur la responsabilité au niveau de l'ergonomie de la boutique ou d'un atelier. Alors, là, je répondrai exactement, enfin, comme j'ai pu répondre tout à l'heure.
en respectant toutes les mesures de distanciation physique. À partir du moment où vous commencez à voir qu'il y a trop de monde dans la boutique, surtout ne pas hésiter à faire attendre les gens. Maintenant, on est habitué. Quand on va à la boulangerie aujourd'hui, on est habitué à ce qu'il n'y ait qu'un seul client qui pénètre dans la boulangerie. Moi, je pense que vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que responsable d'un commerce, il faut impérativement faire respecter ces mesures de distanciation sociale. Et comment mieux les appliquer que de faire rentrer le minimum de clients dans votre boutique. Alors, je ne sais pas si la personne qui m'a posé la question a des remarques par rapport à ça ou... Oui, je pense que c'est moi, Colette Villeray. Oui. Par rapport aux produits, moi, c'est de la composition florale. Je veux dire, pour toucher, donc dans le coup, il faut que je les interdise de toucher. Est-ce que je dois mettre un rideau devant? Enfin, c'est embêtant de mettre un rideau devant pour que ce soit visible et palpable. Et à partir du moment où on va toucher et manipuler le produit, ça risque de poser un problème, surtout qu'on ne sait pas, par exemple, si le virus se pose sur le produit. Moi, c'est des produits un peu végétaux où il y a un petit peu d'humidité dedans. Il ne faut pas savoir combien de temps il reste dessus. Ouais. Alors, moi, je dirais que peut-être le meilleur moyen de s'en prémunir, c'est de demander aux gens de se désinfecter les mains quand ils rentrent dans la boutique. Oui, bien sûr. Avec du gel hydroalcoolique, les obliger à se désinfecter les mains et à bien surveiller qu'ils se sont désinfectés les mains. Et puis, si vous estimez que par rapport à certaines compositions florales, si vous entendez parler, parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus d'informations en ce moment par rapport aux matières sur lesquelles peut se déposer le virus, à ce moment-là, vous pouvez interdire aux clients de toucher. À partir du moment où moi je vais le toucher pour le vendre aussi, de toute façon, il y a tout ce temps de transaction. Oui. Qu'on ne connaît pas. Oui, mais vous allez limiter le risque. Vous allez limiter. S'il n'y a que vous qui le touchez, et si vous vous êtes préalablement désinfecté les mains, si vous vous lavez régulièrement les mains, de toute façon, ce n'est pas vous qui aurez propagé le virus. Vous voyez? Alors, par contre, moi, je pense qu'il faut absolument, je dirais même à tout prix, empêcher les clients de toucher les produits. Oui. Parce que là, on a un risque de véhiculer le virus qui est d'autant plus important. Et je pense que les gens peuvent le comprendre, surtout que vous pouvez mettre en avant le fait qu'on a passé une première phase, on a été confiné suffisamment longtemps, on est dans cette phase de déconfinement qui est encore plus aléatoire que la phase de confinement. Donc moi, je le mettrai en avant. Et est-ce que on peut revenir aussi sur le fait que je voulais pas poser la question, le virus, comme il reste dans les végétaux, au niveau de la maladie professionnelle, parce que finalement, bon, moi, j'ai pas de salarié, je n'aurais pas ce problème, mais malgré tout, ça pourrait arriver, ça pourrait devenir à être un risque professionnel. Si par exemple, dans un an, on se rend compte que le virus, il reste très longtemps sur le végétal, il est humide, donc là, on encourt un risque plus important finalement. Alors, ce n'est pas tellement le fait que le virus reste sur le végétal. Moi, je dirais que c'est peut-être plutôt le fait que le virus risque de rester longtemps dans l'organisme et qu'il y aurait des effets sur le long terme par rapport aux effets secondaires. Et c'est plutôt ça qui risque de déclencher le fait qu'on reconnaisse le Covid-19 comme étant une maladie professionnelle. Ouais. Voilà. Alors, effectivement, il y a le risque donc en amont, avec le fait qu'on ne sache pas si, effectivement, sur des surfaces humides, le virus persiste, mais on a aussi les risques qui sont liés aux conséquences médicales, donc qui sont liés au fait d'attraper la maladie. Il y a les deux aspects, en fait, à prendre en compte. Aujourd'hui, on commence seulement à l'évoquer. C'est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir en parler en termes de maladie professionnelle. Bien sûr, mais on pourrait peut-être justement, si on en parle, si on étudie la situation et que dans quelques mois, on reconnaît qu'il y a un risque important, est-ce que les gens peuvent se retourner contre nous parce qu'ils ont acheté un produit il y a quelques mois? Non, parce que la maladie professionnelle, on est dans un contexte de travail. Si vous voulez, avec un contrat de travail, c'est la maladie professionnelle, elle pourrait être invoquée à votre encontre si vous êtes employeur, mais pas si vous êtes commerçant.
C'est pas une maladie professionnelle. Lorsque, là, on parlerait plutôt de responsabilité civile, bon, contractuelle et encore. Voilà, et encore. Mais par le biais de la responsabilité, votre responsabilité civile professionnelle, de toute façon, si vous regardez bien votre contrat d'assurance, logiquement, vous devriez voir une clause qui serait liée justement à ces risques-là. D'accord. Et vis-à-vis des fournisseurs, parce que moi, ce sont des produits quand même d'importation. Oui. Je ne sais pas trop d'où ils viennent. Oui. Et justement, là, justement, vis-à-vis des fournisseurs, ça on remonte à un second problème qui revient au même que le virus, combien de temps il stagne sur le végétal, en plus du fait que c'est importé et voilà. Bon, alors là, il va se poser, on va avoir un autre souci. C'est-à-dire que, par exemple, si votre fournisseur, donc, il est chinois, votre fournisseur est chinois, donc là, ça s'appelle, on fait appel au droit international. On n'est plus du tout dans le cadre que j'évoquais tout à l'heure. Moi, quand j'évoquais la responsabilité à l'égard des fournisseurs, c'était plus par rapport à la responsabilité contractuelle. Voilà, dans le cadre d'un contrat véritablement où il y aurait une perte financière parce qu'en fait, lorsque je parle de chaîne logistique ou de supply chain, en fait, moi, j'étais plus dans l'idée d'évoquer la responsabilité civile, en fait, du fournisseur à l'égard du commerçant. Et dans ce cadre-là, on serait donc en matière de responsabilité civile contractuelle. Après, je vois mal un commerçant français invoquer la responsabilité civile ou même, voire même la responsabilité pénale d'un fournisseur chinois parce que on pourrait supposer qu'il y avait le Covid le Covid se serait déposé sur une des marchandises qu'il serait en train de vendre. Ça me paraît très, très compliqué. Ben, c'est compliqué, c'est quand on a beaucoup d'intermédiaires en plus. Alors. Oui, voilà. Alors, moi-même, avant d'acheter un produit chinois, je travaille pour un grossiste qui est français. Quoi, voilà. Alors après, j'allais vous parler de la responsabilité du fait des produits défectueux. Mais là, ce n'est pas vraiment le produit qui serait défectueux en lui-même. Et dans ce cadre-là, donc, quand on invoque la responsabilité du fait des produits défectueux, en fait, en règle générale, on se retourne contre le producteur ou contre l'intermédiaire. Mais là, ça engage encore autre chose. Et dans le cas du Covid-19, c'est encore plus particulier parce que là, le produit ne serait pas défectueux en lui-même. C'est encore autre chose. C'est que là, en fait, pourrait se demander si le Covid n'aurait pas été déposé soit par l'importateur, soit par le distributeur, ou soit par vous en déballant les produits. Voilà. Donc, effectivement, ça soulève beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Peut-être qu'on est encore trop tôt. Mais moi, je vois mal, juridiquement parlant, comment on peut engager la responsabilité civile d'un seul des acteurs de la chaîne alors qu'on ne peut pas apporter la preuve. Alors peut-être qu'on nous amènera des preuves, hein. Peut-être que dans 1 an, dans 6 mois, voilà, on aura une vision beaucoup plus précise de ce qui s'est passé ou de ce qui risque de se passer. Mais pour le moment, c'est très très compliqué à mettre en œuvre. Ok, je vous remercie. Hein. Je vous en prie. Merci. J'avais une question aussi sur la responsabilité en cas de contamination, moi ou participant. Voilà, alors moi j'aurais voulu avoir une petite précision par rapport à cette question. Est-ce que ça concerne des participants que vous avez physiquement dans un atelier que vous animez? Je pense que c'est à ma question que tu réponds. Oui, voilà. C'est ça. Oui, alors il s'agit de participants, soit à des formations, pour le coup, parce que j'ai bien entendu, je crois qu'on ne l'a pas évoqué, et puis le cas échéant, dans des espaces de coworking, des espaces partagés où des gens viennent participer collectivement, même en tout petit nombre. Voilà, est-ce que ma responsabilité est engagée et est-ce qu'il y a des mesures qui sont plus spécifiques à prendre? Alors, l'espace de coworking dans lequel tu travailles, donc c'est pas toi qui le gères. Hein. Non, je le loue. J'ai un contrat de location. Voilà, donc c'est le propriétaire, entre guillemets, de l'espace de coworking qui est complètement responsable. Voilà, et qui doit s'engager à mettre tout en œuvre, toutes les mesures de précaution en œuvre, toutes les mesures de prévention, d'information du public qui l'accueille.
D'accord. Voilà. Et Donc, j'imagine obliger, par exemple, les gens qui viennent à porter un masque, Mhm. obliger les gens qui arrivent sur l'espace de coworking à se désinfecter les mains, mettre à la disposition donc des serviettes en papier, du papier et des sprays désinfectants pour permettre de nettoyer toutes les surfaces de travail. Et puis bien respecter, bien évidemment, toutes les mesures de distanciation physique. Ok. C'est la Et même ne chose pas pour les centres de inviter, formation. pardon. Et c'est la même chose pour les centres de formation. Pour les centres de formation, c'est exactement la même chose. Alors, dans la mesure où on peut privilégier le télétravail, où le télétravail peut se faire, il n'y a pas de souci. Dans ce cadre-là, donc, le centre de formation a invité les formateurs et les élèves et les apprentis à rester donc en distanciel. D'accord. Mais voilà, nous, on est dans une configuration, donc je vais parler pour notre propre compte, on est dans une configuration un petit peu spécifique et on sera dans une configuration certainement encore plus spécifique à la rentrée, où là, il va falloir prévoir, comme je disais toujours, ces fameuses mesures de distanciation physique entre les personnes. Et je pense que ça va être compliqué d'accueillir autant de public que l'année dernière, par exemple. Voilà, on va certainement être obligé à séparer peut-être les classes en deux, comme ça se fait aujourd'hui dans les collèges et peut-être au mois de juin dans les lycées. C'est-à-dire qu'on va certainement être obligé de mettre une partie de la classe en distanciel, une partie de la classe en présentiel. Voilà. Alors moi, ce que j'envisage de faire, par exemple, pour nous, au niveau du centre de formation, c'est par exemple d'installer des webcams. Alors, soit on les installe, on a des webcams qui se posent sur le bureau et qui suivent, entre guillemets, avec un angle qui est relativement large, de façon à ce que le formateur qui anime son cours puisse être vu à la fois par les gens qui sont en présentiel et puis les gens qui sont en distanciel. Et puis continuer à utiliser tous les outils comme Teams, digitaliser de plus en plus les formations de façon à ce que celui qui est en distanciel ne soit pas défavorisé par rapport à celui qui sera en présentiel. Voilà. Ok. Donc ma question, c'était vraiment sur la responsabilité, savoir à qui elle incombe. Du coup, tu as répondu à ma question. Voilà, mais voilà. Et dans un espace de coworking, c'est le propriétaire du coworking. Par contre, si c'est toi qui organises une formation chez toi ou dans un local que tu loues, voilà. Si c'est toi qui organise la formation, en fait, c'est celui qui est à l'origine en fait de la formation ou de la mise à disposition de l'espace de coworking. Voilà, véritablement. Ok. Du coup, si je me permets d'aller un tout petit peu plus loin, en t'écoutant, je réfléchis. Alors, parfois, il m'arrive d'être mandatée pour intervenir dans une entreprise, donc à travers un contrat. Ma responsabilité, là, elle est pleinement engagée. Si eux et moi auront mis en place, bien évidemment, tous les éléments de prévention, je ne voudrais pas être vue comme celle qui potentiellement peut faire rentrer le virus dans l'entreprise. À partir du moment où j'ai respecté les consignes, ma responsabilité, elle ne peut pas être engagée. On est d'accord? Non. Ok, bon, c'est un peu ma crainte pour le moment. Faut même aller encore plus loin, faut le faire constater. Ah, vous avez vu, j'ai mis du gel hydroalcoolique. C'est des trucs tout bêtes, mais n'empêche que, voilà. Et ça peut constituer pour plus tard un témoignage. Oui, c'est vrai. Il faut y penser. Ok, bon. Faire une petite vidéo avec un masque quand on arrive. Voilà. Enfin, évidemment, il y a plein de petits trucs, mais alors vraiment, le maître mot, c'est se constituer le maximum de preuves. Vraiment. Ok. Alors, j'avais une question également sur, j'ai fait l'acquisition de masques par vue et visière. Que faire si mes employés ne les portent pas? Est-ce que je dois leur faire signer un document? Alors, est-ce que la personne qui a posé la question est là? Non. Non, apparemment non, mais ça rejoint une question qui est plus globale aussi. Souvent pour les employeurs qui soient industriels ou pour les services, la mise en place de contraintes imposées à des salariés, dans le temps, on peut constater un relâchement dans l'application de ces consignes. Alors, est-ce que la responsabilité de l'employeur reste engagée ou est-ce qu'il y a un transfert de responsabilité sur le salarié qui a reçu les consignes et qui ne les applique pas? Il y a véritablement transfert de responsabilité sur le salarié. À partir du moment où l'employeur parvient à prouver qu'il a tout mis en place,
et que le salarié ne fait pas l'effort, voilà, de porter les visières, les masques, etc., eh bien, à ce moment-là, donc, il faut pas hésiter donc à lancer. Moi, j'irais jusqu'à l'avertissement, hein. Voilà. Quand on est dans une entreprise qui est suffisamment grande, où on a un règlement intérieur et qu'on a fait signer, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du règlement intérieur, et qu'on a fait signer aux salariés le règlement intérieur avec les nouvelles dispositions qui sont liées au virus, il faut impérativement le faire respecter. Et si on s'aperçoit que malgré, même si on l'a dit plusieurs fois, même si les consignes ont été dites, redites, répétées, eh bien, le salarié ne les applique pas, il ne faut pas, à mon avis, hésiter avec ça. Bon, il y a toujours moyen de s'entendre, mais bon. Oui. L'idéal étant l'implication, l'appropriation par le salarié, mais j'en parlerai un peu plus tard, à la fin de l'entretien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, apparemment non. Moi, est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Et sur le site internet, quand on vend un produit par internet, est-ce qu'on est obligé de mettre un supplément d'information comme quoi on a fait ce qu'il fallait pour pas. On a pris les mesures de sécurité, même si c'est par internet, en sachant que c'est pas forcément, on n'est pas responsable puisqu'il y a plein d'intermédiaires. Est-ce qu'on est censé mettre une information de type protection ou enfin voilà, qu'on a fait le maximum, hein? Moi, je dirais oui, mais bon, pour avoir commandé des choses sur Internet pendant la période du confinement, je ne l'ai jamais vu noter sur quoi que ce soit, dans n'importe quel carton. Après, si on est suffisamment vigilant, nous, en tant que clients, je dirais que il nous appartient aussi, en tant que client, en tant que particulier, de désinfecter le carton avant de le toucher, de faire en sorte de mettre peut-être des gants, de tout vérifier avant de déballer le produit avec précaution. Et puis, j'irais même jusqu'à dire que ce serait compliqué pour un client d'arriver à prouver qu'il a contracté le virus à cause du produit que vous lui avez expédié. À moins de pouvoir le démontrer, mais à l'heure actuelle, en l'état des connaissances scientifiques, on ne peut pas arriver à prouver que, par exemple, je ne sais pas, vous vendez, je dis n'importe quoi, des bouteilles thermos. Est-ce qu'on peut arriver à prouver que le virus se dépose sur le matériau qui constitue la bouteille thermos? Ça, ce serait vraiment très, très compliqué. Non, bien sûr. Oui, j'ai bien compris que c'était compliqué et que finalement, on ne va pas porter préjudice forcément aux fournisseurs comme moi. Mais est-ce qu'on n'est pas obligé donc de mettre cette information? Non, pour moi, vous n'êtes pas obligé de le faire. D'accord. Dans la mesure où vous, en interne, vous avez prévu toutes les mesures de protection, de sécurité, vous avez bien évalué les risques, etc., ça me paraît un petit peu, alors pas superflu, ça pourrait vous tranquilliser, je dirais. Mais est-ce que ça pourrait pas non plus susciter un peu de suspicion? Oui, aussi, oui. Voilà. Donc, merci. Je vous en prie. Pas d'autres questions? Non. Alors, j'ai juste prolongé l'échange qu'on vient d'avoir, Christelle, à propos de ce risque de relâchement dans le temps. D'abord, on a les moyens, nous, à la CCI, de pouvoir vous aider à identifier, à mettre en place des méthodes simples et faciles à déployer pour pouvoir vous assurer que ces mesures soient bien appliquées et qu'elles peuvent être corrigées dans le temps. C'est une méthode qui peut être très impliquante pour les salariés, hein. Ça a démontré son efficacité dans l'industrie et dans les services. On peut vous y aider.
Et en amont de ça, pour ceux qui se trouvent un peu dépourvus, et on a eu quelques exemples la semaine dernière, d'entreprises qui avaient un peu de mal à envisager toutes les précautions qu'il fallait mettre en œuvre, on peut aider à diagnostiquer et identifier les points d'amélioration aussi pour que vous puissiez être dans les meilleures conditions possibles pour aborder cette phase qui est un peu compliquée et qui va continuer, qui va perdurer encore, à mon avis, un certain temps, quoi. Donc dans la durée, on peut être aussi une ressource pour vous y aider. Donc n'hésitez pas à nous solliciter par la cellule d'aide au niveau de la CCI qui pourra vous aiguiller vers les personnes qui pourront venir vous aider sur site. Voilà, Christine. Y a-t-il d'autres questions pour lesquelles vous souhaitez un éclaircissement? Non, alors si ce n'est pas le cas, écoutez, on peut conclure notre webinaire. On vous remercie, Christelle pour la clarté et la concision de son propos. On vous souhaite de garder la bonne santé et de pouvoir redémarrer vos activités dans les meilleures conditions possibles. Et on sait que c'est vraiment pas simple du tout. Encore une fois, n'hésitez pas à vous tourner vers nos services, vers l'assistance qu'on peut vous apporter. On essaiera de multiplier les supports, documentaires, vidéos, etc., qui pourront être sollicités pour vos besoins. Merci. Christelle, je te laisse conclure. Oui, ben merci à toi, Michel. Moi, je voudrais terminer par une note optimiste. C'est vrai qu'on a été placé dans une situation très négative, très noire au départ. Moi, ce que je vois, c'est que j'avais proposé ce webinaire parce que voilà, je me rends compte que les gens commencent à quelque part culpabiliser et puis se rendre compte que leur responsabilité, elle est d'autant plus engagée dans ce contexte-là. Je voudrais terminer par une note optimiste en disant que finalement, voilà, je le dis, je le répète, mais si vous mettez tout en place, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que vous soyez responsable de quoi que ce soit. Voilà. Le principal, c'est que vous puissiez continuer votre activité. Et voilà, si vous mettez en place tout ce qu'il faut, les gestes barrières, si vous êtes suffisamment vigilant, si non seulement à l'égard de vos salariés, mais également à l'égard de vos clients, voilà, vous ne risquez rien. Très bien. Parfait. Voilà, très bien. Merci, j'arrête l'enregistrement. Et bien écoutez, merci à tous et puis au plaisir de vous croiser sur un prochain forum, un prochain webinaire. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Comment je fais ?